Le cri déchira le silence du parc comme une lame. Thomas laissa tomber le banc où il était assis et courut vers le fauteuil roulant renversé sur l'herbe. Sa fille était tombée sur le côté, les bras maigres essayant de se soutenir sur le sol humide. Il l'atteignit en quelques secondes, le cœur battant si fort que ça faisait mal. « Émilie, Émilie, tu es blessée ?» La fillette ne répondit pas. Elle le regarda simplement avec ses yeux vides que Thomas connaissait trop bien. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni rien. C'était toujours comme ça depuis l'accident. Depuis que sa mère était morte à ce foutu carrefour il y a 8 mois. Depuis qu'Émilie avait arrêté de marcher, de parler, d'exister vraiment. Thomas souleva sa fille du sol avec précaution, vérifiant qu'il n'y avait ni égratignure ni hématome. Rien. Le fauteuil avait basculé parce qu'il avait eu la terrible idée de la laisser seule 2 minutes pour acheter de l'eau. 2 minutes. C'était tout ce qu'il avait demandé à l'univers. Mais même ça, c'était trop. Il remit Émilie dans le fauteuil, ajusta la ceinture de sécurité et s'agenouilla devant elle. La fillette de 9 en regardait l'horizon comme s'il n'était pas là. Comme si rien n'était là. « Pardon, ma chérie. Papa n'aurait pas dû sortir. » Silence. Thomas sentit le nœud familier dans sa gorge. Il cligna rapidement des yeux, avala son émotion et poussa le fauteuil vers le banc. C'était le rituel de tous les samedis. Venir au Riverside Park, s'asseoir sur le même banc de toujours, rester 2 heures à espérer qu'un miracle se produise. Les médecins avaient été clairs. Il n'y avait aucune lésion à la colonne. Aucun dommage au nerf. Aucune explication physique pour laquelle Émilie ne pouvait pas marcher. C'était psychologique. Traumatisme. Blocage émotionnel. De jolis mots pour dire que sa fille avait abandonné la vie. Et Thomas ne savait pas comment la ramener. Il s'assit à côté du fauteuil, ouvrit la bouteille d'eau et tendit la paille à Émilie. Elle but mécaniquement, sans le regarder. Thomas soupira et observa les autres familles dans le parc. Des enfants courant, riant, se disputant pour des jouets. Des parents fatigués mais heureux. Une vie normale. Quelque chose qu'il n'avait plus. C'est alors que le garçon apparut. Thomas le remarqua d'abord à cause de ses vêtements usés. Jeans déchirés aux genoux, t-shirt 3 tailles trop grand pour son corps maigre, baskets sans lacets. Le garçon devait avoir environ 12 ans, pommade brûlée par le soleil, cheveux sombres en bataille. Il s'approcha lentement, les mains dans les poches, regardant Émilie droit dans les yeux. Thomas sentit son instinct protecteur s'allumer comme une alarme. « Je peux aider ?» Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait prévu. Le garçon s'arrêta à 3 mètres. Il ne détourna pas le regard d'Émilie. Elle ne marche pas. La question était directe, sans détour. La colère monta en Thomas. Ça ne te regarde pas. Je peux la faire marcher à nouveau. Le silence qui suivit fut lourd. Thomas se leva, se plaçant entre le garçon et sa fille. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'indignation. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le garçon regarda enfin Thomas. Il y avait quelque chose dans ses yeux marrons qui le prit au dépourvu. Ce n'était pas de l'arrogance, ni de l'innocence. C'était de la certitude. « J'ai dit que je peux faire marcher votre fille. Laissez-moi danser avec elle, et je le ferai. » Thomas laissa échapper un rire amer, sans humour. « Danser ? Tu crois que c'est une blague ? Ma fille ne marche plus depuis 8 mois. 8 mois. Médecin, kinésithérapeute, psychologue, personne n'a réussi. Et toi, un gamin de la rue, tu crois que tu vas y arriver en dansant ? » Le garçon ne bougea pas, les médecins ne savent pas tout. « Par avant que j'appelle la sécurité. » Ma sœur ne marchait pas non plus. Thomas s'arrêta. Le garçon continua, la voix basse mais ferme. « Elle avait 7 ans quand notre mère nous a abandonnés. Le lendemain, elle s'est réveillée et ne pouvait plus bouger les jambes. Aucun médecin ne savait pourquoi. Nous avons vécu 3 ans comme ça, moi m'occuper d'elle dans les rues, la portant sur mon dos, dormant dans des refuges. Jusqu'au jour où j'ai découvert. » « Découvert quoi ?» Thomas demanda malgré lui, la curiosité surpassant la colère. Que son corps avait oublié comment bouger parce que son cœur avait oublié comment ressentir. Elle devait se rappeler qu'elle était encore vivante. Alors j'ai commencé à mettre de la musique sur le téléphone cassé que j'avais trouvé. Je l'ai fait écouter. Au début, rien. Mais j'ai continué. Chaque jour. Jusqu'au jour où elle a bougé le bout de son pied. Juste un peu. Mais elle l'a fait. Thomas croisa les bras, essayant de garder une posture sceptique, mais quelque chose dans cette histoire le touchait de manière inconfortable. Et ensuite. Alors j'ai compris que ce n'était pas pour la faire marcher. C'était pour la faire vouloir marcher. Pour lui rappeler qu'elle avait une raison de bouger. J'ai commencé doucement. Musique. Respiration.
Petit mouvement. Et quand elle a commencé à ressentir à nouveau, son corps a commencé à répondre. Ça a pris du temps. Beaucoup de temps. Mais ça a marché. Aujourd'hui, elle marche. Elle court même. Thomas secoua la tête. C'est fou. C'est vrai. Le garçon fit un pas en avant. Écoutez, je sais que vous me faites pas confiance. Moi non plus je ne ferai pas confiance. Mais j'ai vu dans ses yeux. Il pointa Émilie. Elle est prisonnière. Comme ma sœur l'était. Et je sais comment la sortir de là. Pas avec des médicaments. Pas avec de la thérapie. Avec du sentiment. Sentiment. Thomas répéta le mot comme s'il était du poison. Laissez-moi essayer. Juste une fois. Si ça ne marche pas, vous ne me reverrez jamais. Thomas regarda Émilie. Elle gardait le regard perdu, indifférente à toute la conversation. 8 mois. 8 mois de rien. Aucun progrès. Juste ce vide qui grandissait chaque jour. Les médecins disaient d'être patient. La thérapeute disait de laisser du temps. Mais Thomas en avait assez d'attendre un miracle qui ne venait jamais. Qu'avait-il à perdre? Comment tu t'appelles? Demanda Thomas, la voix maintenant plus douce. Daniel. Daniel. Thomas soupira profondément. Si tu blesses ma fille d'une quelconque manière, je ne la blesserai pas. Je promets. Thomas hocha lentement la tête, contre tout son bon sens, contre toute sa logique. Il recula d'un pas, laissant Daniel s'approcher du fauteuil. Daniel s'agenouilla devant Émilie, à sa hauteur. Il ne la toucha pas. Il regarda simplement. Et puis, à la surprise de Thomas, il commença à fredonner. Doucement. Une mélodie simple, sans parole. Juste du son. Et pour la première fois depuis 8 mois, Émilie cligna des yeux. Une seule fois. Mais elle cligna des yeux. Thomas sentit quelque chose se briser en lui. L'espoir. Un espoir dangereux, douloureux. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qui s'est passé après a tout changé. Daniel est revenu dimanche. Et lundi. Et mardi. Thomas n'avait donné ni adresse, ni numéro de téléphone, mais d'une manière ou d'une autre, le garçon était toujours là quand il arrivait au parc avec Émilie. Toujours à la même heure, toujours avec ce sac à dos usé sur le dos, toujours avec ce regard déterminé. Au début, Thomas se contentait d'observer. Daniel ne faisait rien d'extraordinaire. Il s'asseyait à côté du fauteuil roulant et parlait à Émilie comme si elle pouvait répondre. Il racontait des histoires bêtes sur des chiens qu'il voyait dans la rue, sur des nuages qui ressemblaient à des visages, sur des musiques qui passaient dans les magasins. Et il fredonnait. Toujours fredonnait. Émilie ne réagissait pas. Mais Thomas remarqua qu'elle ne détournait pas le regard lorsque Daniel était à proximité. C'était quelque chose de petit, presque imperceptible, mais c'était là. Le jeudi, Daniel apporta une petite radio ancienne, avec une antenne cassée et du ruban adhésif maintenant le compartiment des piles fermées. « Je peux » demanda-t-il à Thomas, en montrant Émilie. Thomas hocha la tête, les bras croisés, la posture encore défensive. Daniel alluma la radio. D'abord des crépitements, puis il ajusta la fréquence jusqu'à trouver une station qui diffusait du jazz doux. Il posa l'appareil sur les genoux d'Émilie et retourna s'asseoir par terre, en face d'elle. « Tu sais ce que cette musique me rappelle » commença Daniel, la voix calme. « Ça me rappelle la pluie. Pas la mauvaise pluie, qui trempe et refroidit tout. Mais cette pluie d'été, qui tombe doucement et fait sentir les choses différemment. Ma sœur adorait quand il pleuvait. Elle restait à la fenêtre de l'abri, regardant les gouttes glisser sur le verre, et disait que chaque goutte était une personne différente allant quelque part d'important. » Thomas sentit une contraction dans sa poitrine. Il se rappela quand Émilie avait 5 ans et restait des heures sur le balcon à regarder l'orage, criant de joie chaque fois qu'un tonnerre éclatait. Comme elle avait changé. Comme tout avait changé. « Tu t'appelles Émilie, n'est-ce pas » demanda Daniel soudain. Thomas fronça les sourcils. « Comment le sais-tu » ? « Tu lui parles. »« J'ai entendu. »« Tu ne devrais pas être à l'école. » Daniel haussa les épaules. « Je n'ai pas d'école pour l'instant. Je vis dans un refuge provisoire. Il ne se préoccupe pas trop de ce que je fais pendant la journée. »« Et ta sœur ? Où est-elle » L'expression de Daniel changea. Elle devint plus fermée, plus distante. Avec une famille. Ils l'ont adoptée il y a 6 mois. Une bonne famille, avec une maison et tout. Elle le méritait. Et toi ? J'ai 13 ans. Personne n'adopte un adolescent. La réponse venait sans auto-apitoiement, juste comme un fait. Mais ça va. J'ai appris à me débrouiller. Thomas sentit quelque chose d'inconfortable bouger en lui. De la culpabilité, peut-être.
ou de la honte d'avoir jugé ce garçon si rapidement. Dans les jours suivants, la routine s'installa. Daniel apparaissait, parlait à Émilie, jouait de la musique, parfois apportait de petits objets trouvés dans la rue. Une plume d'oiseau, un petit caillou coloré, un bouton brillant. Il mettait tout dans sa main, fermait ses doigts autour de l'objet, et attendait. C'est au 10e jour que Thomas remarqua quelque chose de différent. Émilie tenait le petit caillou. Elle ne le laissait pas tomber dans son giron comme elle le faisait toujours. Elle le tenait. « Daniel !» appela Thomas, la voix tremblante. « Regarde !» Le garçon sourit, ce large sourire qui illuminait son visage maigre. Elle commence à ressentir à nouveau. Mais tout n'allait pas bien ailleurs. La mère de Thomas, Hélène, était apparue dans son appartement cette nuit-là sans prévenir. Elle avait un double des clés et la mauvaise habitude de l'utiliser sans rester. Thomas préparait le dîner quand elle entra, le visage tendu. « Nous devons parler. » Thomas soupira. « Salut à toi aussi, maman. » Hélène ignora l'ironie et alla droit au but. « Qui est ce garçon qui traîne autour d'Émilie au parc ?» Thomas arrêta de couper les légumes. « Comment le sais-tu » ? Margaret me l'a dit. Elle vous a vu la semaine dernière. Un garçon des rues, Thomas. Des rues. Près de ma petite fille. Il n'est pas dangereux. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais rien de lui. Et pour l'amour de Dieu, à quoi penses-tu ? Laisser un inconnu près d'elle dans cet état ? Il aide. Thomas reprit les légumes avec plus de force que nécessaire. Aide ? Thomas, réveille-toi. Ces gamins savent tromper les gens. Ils mentent, manipulent, volent. Tu es naïf. Émilie a tenu un objet aujourd'hui. Thomas posa le couteau et regarda sa mère. Pour la première fois en 8 mois, elle a tenu quelque chose. De son plein gré. Hélène resta silencieuse un moment. Ça a peut-être été un réflexe. Ce n'était pas un réflexe. J'ai vu. Et tu sais pourquoi ça a marché ? À cause de Daniel. À cause de sa conversation, de cette musique bête, de l'attention qu'il lui porte. Quelque chose qu'aucun médecin très cher n'a pu faire. C'est fou. Peut-être. Mais c'est la seule chose qui fonctionne. Hélène serra les lèvres, cette expression que Thomas connaissait depuis l'enfance. L'expression qui disait qu'elle n'était pas d'accord, mais qu'elle ne discuterait pas. Pas encore. J'irai au parc demain. Je veux voir de mes propres yeux. Et elle y alla. Thomas vit sa mère arriver de loin, sac cher pendu au bras, lunettes de soleil cachant la moitié du visage. Elle s'assit sur un banc proche, faisant semblant de lire un livre, mais Thomas savait qu'elle observait chacun des mouvements de Daniel. Le garçon ne sembla pas s'en soucier. Il arriva comme toujours, salua Thomas d'un hochement de tête et s'agenouilla près d'Émilie. Aujourd'hui, j'ai apporté quelque chose de différent. Daniel sortit de son sac une paire d'anciens écouteurs, connectés à la radio. Je peux les mettre sur elle. Thomas hésita, jetant un coup d'œil à sa mère. Puis il acquiesça. Daniel mit les écouteurs sur Émilie avec précaution, réglant le volume à un niveau bas. Puis il commença à chercher des stations, passant par les informations, la publicité, des crépitements, jusqu'à en trouver une qui diffusait de la musique classique. Un piano doux, délicat. Et alors cela se produisit. Émilie ferma les yeux. Ce n'était pas un simple clignement. C'était un fermement intentionnel, prolongé. Comme si elle écoutait. Comme si elle ressentait. Thomas se couvrit la bouche de la main, les yeux brûlants. Daniel le regarda et sourit, mais ne dit rien. Il resta là, assis par terre, observant Émilie plonger dans ce son. Quand la musique se termina, Émilie ouvrit lentement les yeux. Et pour la première fois en 8 mois, elle regarda son père directement. Thomas sanglota. Il ne put se retenir. Il tomba à genoux devant sa fille et prit ses petites mains entre les siennes. « Émilie, ma fille, tu es là, tu es là. » Mais la joie dura peu. Hélène s'approcha d'un pas ferme, le visage dur. Elle regarda Daniel avec un mépris évident. « Toi, pars. Maintenant. »« Maman, » commença Thomas, mais elle leva la main. « Non, c'est fini. Je ne permettrai pas qu'un escroc profite de notre douleur. J'ai déjà appelé les services sociaux. Ils vont enquêter sur ce garçon. Et si je découvre qu'il essaie d'en tirer quelque chose, je veillerai à ce qu'il soit écarté définitivement. » Daniel se leva lentement. Il ne semblait pas effrayé. Juste fatigué. Comme s'il avait déjà vécu ça. « Je ne veux rien, madame. Je veux juste aider. » « Bien sûr que si. Tout le monde veut quelque chose. » Hélène se tourna vers Thomas. « Soit tu mets fin à ça, soit je le fais. » Elle partit, laissant un silence pesant dans l'air.
Thomas regarda Daniel, puis Émilie, puis ses propres mains. Il ne savait pas quoi faire. Mais une chose, il la savait, sa fille l'avait regardé. Après 8 mois de vide, elle l'avait regardé. Et peu importait ce que sa mère disait, peu importait ce que le monde pensait. Il n'allait pas abandonner maintenant. Thomas prit une décision cette nuit-là. Si sa mère allait essayer d'éloigner Daniel, alors il devait agir vite. Il prit le téléphone et tapa un message au numéro que Daniel avait griffonné sur un bout de papier quelques jours plus tôt. « On peut se voir demain ? Chez moi. J'ai une proposition. » La réponse arriva en 5 minutes. « À quelle heure ?» Le lendemain matin, Daniel sonna à 9 heures pile. Thomas ouvrit la porte et fut surpris de voir le garçon avec un t-shirt propre, les cheveux peignés, une tentative claire de paraître présentable. « Entre. » Daniel entra lentement, les yeux parcourant le petit appartement mais bien rangé. Émilie était dans le salon, dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre. Elle tourna la tête en entendant des pas. Et Thomas vit. Elle reconnut Daniel. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Assieds-toi. » Thomas montra le canapé. « Tu veux de l'eau ? Du café ? De l'eau, ça va. » Thomas alla à la cuisine, remplit 2 verres et revint. Il s'assit dans le fauteuil en face de Daniel, prit une profonde inspiration et alla droit au but. « Ma mère fera tout pour t'éloigner d'Émilie. Elle a déjà appelé les services sociaux, parlera probablement aux agents du parc, peut-être même essayera une ordonnance restrictive. Je ne sais pas jusqu'où elle ira, mais je connais ma mère. Elle n'abandonne pas facilement. » Daniel hocha la tête, tenant le verre avec précaution. « Je comprends. Elle veut protéger sa petite fille. Je ne lui en veux pas. Mais je ne peux pas laisser ça arriver. Pas maintenant. Pas quand Émilie commence à revenir. » Thomas se pencha en avant. « Alors j'ai pensé à un moyen pour que nous continuions sans éveiller de soupçons. Tu viens ici. Dans l'appartement. Tous les jours après l'école, si tu peux y retourner, ou le matin si tu ne peux pas. Tu passes 2 heures avec elle. Tu fais ce que tu fais déjà. Et je te paie. » Daniel fronça les sourcils. « Payer. 20 $ par jour. C'est peu, je sais. Je ne gagne pas beaucoup comme assistant administratif, mais c'est ce que je peux offrir. Tu as besoin d'argent, j'ai besoin d'aide. Ça fait sens. » Le garçon resta silencieux un long moment. Puis il posa le verre sur la table basse et regarda Thomas droit dans les yeux. « Je ne veux pas de ton argent. »« Daniel. Laisse-moi finir. » Le garçon prit une profonde inspiration. « Quand ma sœur a arrêté de marcher, j'étais désespéré. J'avais 10 ans et je ne savais pas quoi faire. Les médecins dans les refuges disaient qu'ils ne pouvaient pas aider sans traitement coûteux. Les gens nous regardaient dans la rue comme si nous étions un problème pour eux. Personne ne se souciait vraiment. Jusqu'au jour où un homme m'a donné un conseil. Il a dit, parfois la guérison ne vient pas des médicaments, mais du fait de se rappeler que tu comptes pour quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait sentir à ma sœur qu'elle était importante. Aimée. Vivante. » Il essuya rapidement le coin de l'œil, un geste qu'il tenta de cacher mais Thomas vit. « Quand j'ai vu ta fille dans ce parc, j'ai vu ma sœur. Les mêmes yeux vides. La même sensation qu'elle avait abandonnée. Et j'ai pensé, je sais comment la ramener. Pas pour de l'argent. Pas par pitié. Mais parce que personne ne devrait rester prisonnier comme ça. Alors si tu veux me payer, d'accord. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. » Thomas sentit un nœud dans sa gorge. Il n'était pas préparé à ça. À cette honnêteté brute, à cette bonté qui n'attendait rien en retour. Dans un monde où tout avait un prix, Daniel offrait quelque chose gratuitement. « Merci. » C'était tout ce que Thomas put dire. « De rien. Maintenant montre-moi où je peux travailler avec elle. » Les jours suivants furent différents. Daniel venait chaque matin, entrait discrètement par le portail arrière de l'immeuble que Thomas laissait déverrouiller, et passait 2 heures avec Émilie dans le salon. Thomas travaillait de chez lui depuis l'accident, donc il pouvait rester à proximité et tout observer. Daniel ne suivait aucune méthode spécifique. Il n'y avait pas de plan, pas d'étape précise. Il parlait simplement. Jouait de la musique. Et, peu à peu, il commença à enseigner à Émilie comment respirer à nouveau. Respire profondément. Faites attention à comment l'air entre. Comment il remplit ta poitrine. Comment il sort doucement. Daniel le faisait avec elle, la main sur sa propre poitrine. Tu sens comment ton corps bouge? Même sans que tu le commandes, il bouge. Parce qu'il veut vivre. Il a juste oublié que toi aussi tu veux. Émilie observait. Au début sans réaction. Mais après quelques jours, Thomas vit sa poitrine se soulever et descendre différemment. Plus profondément. Plus consciemment. La 2e semaine,
Daniel apporta une petite balle en caoutchouc. C'est pour exercer la main. Ma sœur l'utilisait. Il posa la balle dans la paume d'Émilie et ferma ses doigts autour. Maintenant serre. Juste un peu. Pas besoin de forcer. Il faut juste que ça existe. Émilie ne serra pas. Mais elle ne lâcha pas non plus. Et c'était déjà quelque chose. La 3e semaine, Daniel commença à masser ses pieds. Mouvement lent, circulaire, comme s'il réveillait quelque chose qui dormait depuis longtemps. Ton corps n'a pas oublié comment marcher. Il attend juste que tu dises que tu es prête. C'est à la 4e semaine que Thomas remarqua le vrai changement. Il était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand il entendit un son venant du salon. Un son qu'il n'entendait plus depuis si longtemps qu'il le reconnut à peine. Rire. Il laissa tout et courut vers la porte du salon. Émilie riait. Pas fort, pas de manière extravagante, mais elle riait. Daniel avait mis une vidéo bête sur le téléphone, quelque chose sur un chat qui avait peur d'un concombre, et Émilie riait. Thomas se couvrit la bouche avec les 2 mains, les yeux remplis de larmes. Daniel le regarda et sourit, ce sourire qui disait « Je te l'avais dit ». Mais la joie fut interrompue par un fort coup à la porte. Thomas s'essuya rapidement les yeux et alla ouvrir. Quand il ouvrit, il trouva 2 adultes en costume, une femme et un homme, tous 2 avec des badges pendus au cou. Monsieur Thomas Brennan. Oui. Nous sommes du département des services sociaux. Nous avons reçu une plainte concernant un mineur non accompagné fréquentant votre domicile. Pouvons-nous entrer? Le cœur de Thomas tomba. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit Daniel debout au milieu du salon, le visage pâle. Émilie avait cessé de rire. Y a-t-il un problème? Thomas essaya de garder la voix ferme. Nous devons juste poser quelques questions. C'est la procédure standard. Thomas n'avait pas le choix. Il ouvrit la porte et les laissa entrer. La femme se présenta comme Janet Morrison, assistante sociale. L'homme était Kevin Hughes, superviseur. Ils entrèrent avec des expressions professionnelles, mais Thomas vit la façon dont ils regardaient Daniel. Jugement. Méfiance. Ceci est Daniel? Demanda Janet. Oui. Daniel, quel âge as-tu? 13. Et où habites-tu? Au refuge de la rue Oak. Janet nota quelque chose sur son bloc. Et depuis combien de temps fréquentes-tu cette maison? Environ 4 semaines. Et que fais-tu ici? Daniel regarda Thomas, incertain. Thomas fit un pas en avant. Il aide ma fille. Émilie a un traumatisme psychologique qui l'empêche de marcher. Daniel a de l'expérience avec ça. Il m'aide bénévolement. Kevin fronça les sourcils. Bénévolement? Un garçon de 13 ans, vivant dans un refuge, vient ici tous les jours par bonté de cœur? Oui. Monsieur Brennan, vous comprenez comment cela peut paraître suspect. Suspect? Ma fille progresse. Elle a ri aujourd'hui. Pour la première fois depuis la mort de sa mère. Et c'est grâce à lui. Janet s'approcha d'Émilie, s'agenouilla devant le fauteuil et sourit ce sourire entraîné de ceux qui travaillent avec les enfants. Bonjour Émilie. Je m'appelle Janet. Tu aimes Daniel? Émilie ne répondit pas. Elle regarda simplement la femme avec ses yeux qui commençaient à revenir à la vie. Elle ne parle pas encore, expliqua Thomas. Mais elle progresse. Je comprends. Janet se leva. Monsieur Brennan, je vais être direct. Nous avons des inquiétudes concernant cette situation. Un mineur sans supervision appropriée, un enfant vulnérable, absence de protocole médical. Nous devrons procéder à une évaluation plus détaillée. Évaluation. D'Émilie. Et de Daniel. Nous devons nous assurer que tout est légal. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda Daniel, Émilie, ces 2 inconnus qui avaient le pouvoir de tout détruire. Et c'est alors qu'Émilie fit quelque chose que personne n'attendait. Elle tendit la main. Lentement, tremblante, mais elle tendit. Et prit la main de Daniel. Le silence dans la pièce fut absolu. Janet et Kevin regardèrent la scène, surpris. Thomas sentit les larmes revenir. Émilie tenait la main de Daniel comme si c'était la seule chose réelle au monde. Janet Morrison resta à regarder cette petite main tenant celle de Daniel pendant de longues secondes. Puis elle échangea un regard avec Kevin, qui hocha légèrement la tête. « Intéressant », dit Janet en reprenant ses notes sur le carnet. « Je vais devoir parler au médecin responsable d'Émilie. Monsieur Brennan, pouvez-vous me donner le contact ?» Thomas le fit. Il savait que ce n'était pas fini, mais au moins, ils avaient vu quelque chose. Quelque chose de réel. Après le départ de Janet et Kevin, Daniel s'assit par terre,
tenant toujours la main d'Émilie. Il tremblait. « Ils vont m'emmener d'ici. » Sa voix était basse, fragile. « Non, ils ne le feront pas. » Thomas s'agenouilla à côté de lui. « Je ne laisserai pas faire. » Mais en vérité, Thomas ne savait pas s'il pourrait tenir cette promesse. Les jours suivants furent tendus. Thomas reçut un appel du médecin d'Émilie, le docteur Patterson, disant que les services sociaux avaient pris contact. Il voulait des rapports complets, l'historique médical, une évaluation psychologique mise à jour. Thomas fournit tout, mais chaque papier qu'il signait semblait être une sentence. Daniel continua à venir, mais quelque chose avait changé en lui. Il était plus silencieux, plus distant, comme s'il se préparait déjà à dire au revoir. C'est un jeudi que la bombe tomba. Thomas reçut une notification officielle. Audience de garde. Les services sociaux remettaient en question la présence de Daniel dans l'appartement et demandaient une supervision judiciaire. Hélène avait été appelée comme témoin. « Ils vont me séparer d'elle », dit Daniel quand Thomas lui raconta. « Je connais ce processus. C'est arrivé à ma sœur et moi. Ils pensent savoir ce qui est le mieux, mais ils ne savent rien. Nous allons nous battre, » insista Thomas. « Tu ne comprends pas, » Daniel se leva, les poings serrés. « Ils gagnent toujours. Toujours. Les gens comme moi ne gagnent jamais ces batailles. » Émilie observait tout depuis son fauteuil roulant. Et alors, pour la première fois depuis 8 mois, elle fit un son. Ce n'était pas un mot. C'était un gémissement faible, presque inaudible. Mais c'était le sien. Daniel et Thomas se figèrent. Émilie fit le son à nouveau. Plus fort cette fois. Ses yeux étaient fixés sur Daniel, et il y avait quelque chose dedans. De la peur. La peur de le perdre. Émilie. Daniel s'approcha, s'agenouillant devant elle. « Et, je suis là. Je suis là. » Elle laissa échapper un autre son, comme si elle essayait de parler. D'essayer de dire quelque chose qui était resté bloqué si longtemps. Thomas sentit les larmes revenir. Elle essaie de parler. Daniel, elle essaie. Je sais. Daniel lui prit les 2 mains. Émilie, écoute. Peu importe ce qui arrive, tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Tu reviens. Je le sens. Tu dois juste continuer à essayer. Pour toi. Pas pour moi. Pour toi. L'audience fut fixée au lundi suivant. Thomas dormait à peine le week-end. Il répéta mentalement ses discours, prépara les documents, appela le docteur Patterson en le suppliant de venir et de témoigner du progrès d'Émilie. Le jour venu, Thomas entra dans la salle d'audience, les jambes tremblantes. Daniel était assis seul sur un banc, portant une chemise empruntée, trop grande pour lui. Hélène était de l'autre côté de la salle, évitant de regarder sa petite fille. La juge était une femme d'environ 60 ans, cheveux gris attachés en chignon, expression sévère. Elle s'appelait Margaret Chen et avait la réputation d'être stricte mais juste. Janet Morrison présenta l'affaire en premier. Elle parla des préoccupations concernant la protection des mineurs, le manque de supervision adéquate, la vulnérabilité d'Émilie et la situation instable de Daniel. « Nous comprenons que M. Brennan a de bonnes intentions, » conclut Janet. « Mais les bonnes intentions ne suffisent pas lorsqu'un enfant vulnérable est impliqué. Nous recommandons que le contact entre Daniel et Émilie soit supervisé par un professionnel agréé ou interrompu complètement. » Hélène fut ensuite appelée. Elle témoigna de ses inquiétudes, de la façon dont Thomas était désespéré et manipulé, et comment tout cela n'avait aucun sens médical. « Mon fils a perdu sa femme, » dit Hélène, la voix ferme. « Il souffre. Et ce garçon en profite. Je ne doute pas qu'il soit intelligent. Mais cela ne signifie pas que ce soit sûr ou approprié. » Thomas serra les dents. Sa propre mère détruisait la seule chose qui avait fonctionné. Puis le docteur Patterson fut appelé. C'était un homme grand, portant des lunettes, toujours très technique. Thomas ne savait pas ce qu'il allait dire. « Juge Chen, commença-t-il, Émilie Brennan est ma patiente depuis 8 mois. Quand l'accident est survenu, nous avons effectué tous les examens possibles. Il n'y a aucun dommage physique qui explique son incapacité à marcher. C'est purement psychologique. Traumatisme de conversion, spécifiquement. Et quel traitement recommandez-vous ? Demanda la juge. Thérapie. Patience. Temps. Malheureusement, il n'y a aucune garantie de récupération. Certains patients mettent des années. D'autres ne récupèrent jamais complètement. Et vous êtes au courant de l'implication de ce jeune homme. Elle désigna Daniel. Oui. Monsieur Brennan m'en a informé il y a quelques semaines. Au début, j'étais sceptique. Mais ensuite, quelque chose a changé. Le docteur Patterson ouvrit un dossier et sortit quelques papiers. Depuis 3 semaines, Émilie a commencé à montrer des réponses émotionnelles.
Rire. Expression faciale. Mouvement volontaire des doigts. Hier, lors de ma consultation hebdomadaire, elle a saisi un objet de son propre chef et a essayé de vocaliser. Pour la première fois depuis 8 mois. La salle resta silencieuse. La juge se pencha en avant. Et à quoi attribuez-vous ce changement? Je ne sais pas exactement. Mais la corrélation temporelle avec la présence de Daniel est indéniable. Ce qu'il fait fonctionne là où les traitements conventionnels ont échoué. Hélène se leva. C'est ridicule. Ça ne peut pas. Ordre. Frappa la juge avec son marteau. Madame, asseyez-vous. La juge regarda Daniel, qui était assis en silence, les yeux baissés. Daniel, peux-tu t'avancer? Le garçon se leva et marcha vers l'avant, les mains légèrement tremblantes. Parle-moi de ta sœur. Daniel prit une profonde inspiration. Elle s'appelle Sophia. Elle a 10 ans maintenant. Elle a arrêté de marcher à 7 ans, après que notre mère nous ait abandonnés à une station-service. Les médecins disaient qu'il n'y avait rien de physiquement incorrect, comme pour Émilie. Je ne savais pas quoi faire. J'étais un enfant moi aussi. Mais je ne pouvais pas la laisser comme ça. Que as-tu fait? Je restais avec elle. Je parlais. Je chantais les chansons que notre mère chantait avant de partir. Je pensais que si elle se souvenait qu'il y avait encore quelqu'un qui se souciait, peut-être qu'elle voudrait revenir. Et ça a marché. Il a fallu presque 2 ans, mais ça a marché. Elle a recommencé à marcher. Et quand j'ai vu Émilie, j'ai vu la même chose. Quelqu'un qui avait abandonné. Et j'ai pensé que je pouvais peut-être aider à nouveau. Tu es payé pour ça? Non, madame. Monsieur Thomas a proposé, mais je n'ai pas voulu. Pourquoi? Daniel leva enfin les yeux, brillant. Parce que quand ma sœur a été adoptée et que je suis resté seul, je me suis senti inutile. Comme si je ne servais à rien. Mais quand je vois Émilie s'améliorer, je sens que je sers peut-être à quelque chose. Que ma vie a peut-être un sens. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je le fais parce que ça me rappelle que j'ai de la valeur. Sa voix se brisa sur le dernier mot. La juge resta silencieuse un long moment. Monsieur Brennan, où est votre fille maintenant? Chez une voisine. Elle n'est pas assez bien pour venir ici. J'aimerais la voir. Aujourd'hui. Chez vous. Avec votre permission. Thomas acquiesça rapidement. Bien sûr. Bien sûr que oui. 2 heures plus tard, la juge Chen était dans l'appartement de Thomas, accompagnée de Janet. Émilie était dans le salon, dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre. Émilie. La juge s'approcha doucement, la voix douce. Je m'appelle Margaret. Puis-je te poser quelques questions? Émilie ne réagit pas. Aimes-tu quand Daniel vient te rendre visite? Rien. La juge regarda Thomas, puis Janet, visiblement frustrée. Et c'est alors que cela se produisit. La porte s'ouvrit. Daniel venait directement du tribunal, toujours en chemise. Et quand Émilie entendit ses pas, elle tourna la tête. Pas lentement, pas hésitante. Elle tourna rapidement, les yeux cherchant le sien. Et quand elle le vit, elle sourit. C'était un petit sourire, presque timide. Mais il était là. Daniel traversa la pièce et s'agenouilla devant elle. « Salut !» Et Émilie dit quelque chose que personne n'attendait. « Salut !» La voix était rauque, basse, mais c'était un mot. Un vrai mot. Thomas tomba sur le canapé, les mains couvrant son visage. La juge Chen resta immobile, observant la scène. Janet Morrison nota quelque chose sur son carnet, les mains légèrement tremblantes. « Émilie. » Daniel lui prit les mains. « Tu peux le faire. » Et alors, devant tous les yeux, Émilie bougea le pied. Juste 1 centimètre. Mais elle bougea. La juge Chen poussa un profond soupir et regarda Janet. Retirez la recommandation. Ce garçon reste. 3 mois après l'audience, l'appartement de Thomas avait complètement changé. Pas dans sa structure physique, mais dans son énergie. Il y avait de la musique le matin. Il y avait des rires. Il y avait de la vie. Émilie utilisait encore le fauteuil roulant la majeure partie du temps, mais maintenant elle se déplaçait avec. Elle ajustait sa position, atteignait des objets, tournait la tête quand quelqu'un entrait dans la pièce. De petites choses qui semblaient impossibles auparavant. Daniel venait tous les jours, mais maintenant officiellement. Après la décision du juge, Thomas avait fait les démarches correctement. Il avait enregistré Daniel comme assistant de soins sous la supervision du docteur Patterson. Ce n'était pas une adoption, pas une tutelle, mais c'était quelque chose. C'était légal. C'était sûr. Et surtout, c'était réel. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent.
dit Daniel un samedi matin. Il avait apporté une vieille boîte en carton pleine d'objets colorés. Foulards, rubans, petites clochettes. On va danser. Thomas fronça les sourcils depuis la cuisine. Danser? Pas elle. Moi. Elle va juste regarder. Daniel sourit. Fais-moi confiance. Il mit de la musique sur le téléphone, quelque chose de doux mais rythmé. Puis il commença à bouger. Ce n'était pas une danse technique, pas une chorégraphie répétée. C'était juste un mouvement libre, spontané. Il faisait tourner les foulards dans l'air, faisait tinter les clochettes au rythme, se déplaçait dans la pièce avec une légèreté que Thomas n'avait jamais vue chez lui. Et Émilie regardait. Ses yeux suivaient chaque mouvement, sa respiration changeant au rythme. « Tu vois ?» dit Daniel, toujours en train de danser. « Ton corps s'en souvient. Il sait ce qu'est le mouvement. Il doit juste se rappeler qu'il est sûr de bouger à nouveau. » Après quelques minutes, Daniel s'arrêta devant Émilie et tendit la main. « Juste les bras. Tu peux le faire. » Émilie regarda sa main. Puis, lentement, leva le bras droit. Tremblant, incertain, mais elle le leva. Daniel plaça un foulard coloré dans sa main et commença à bouger son propre bras dans l'air, comme des vagues. « Maintenant toi. » Émilie bougea le bras. Un petit mouvement, rigide, mais c'était un mouvement. Et pour la première fois depuis l'accident, elle participait. Pas seulement exister. Vivre. Thomas dut sortir de la pièce. Il alla dans la chambre, ferma la porte et pleura. Il pleura pour sa femme qui n'était pas là pour voir ça. Il pleura pour les 8 mois de désespoir. Il pleura de soulagement, de gratitude, d'un espoir qu'il croyait ne jamais ressentir à nouveau. Quand il revint dans la pièce, Daniel était assis par terre à côté du fauteuil et Émilie avait la main dans ses cheveux, touchant les mèches comme si elle découvrait la texture pour la première fois. « Elle a fait ça toute seule, » dit Daniel, la voix pleine de fierté. « Je n'ai rien demandé. Elle l'a juste fait. » Les semaines suivantes apportèrent encore plus de progrès. Émilie commença à parler davantage. Des mots simples au début, oui, non, oh, papa, Daniel. Puis des phrases courtes. Je veux ça, j'ai faim, je ne veux pas dormir encore. Le docteur Patterson était impressionné. Il documentait tout, disant que c'était un cas rare de récupération accélérée. Mais Thomas savait que ce n'était pas scientifique. C'était de l'amour. De la patience. C'était quelqu'un qui croyait qu'elle pouvait revenir. Hélène apparut un dimanche. Thomas ne s'y attendait pas. Ils avaient à peine parlé depuis l'audience. Elle sonna 3 fois avant qu'il n'ouvre. « Maman. » Puis-je entrer ? Thomas hésita, mais ouvrit la porte. Hélène entra lentement, le sac serré contre elle. Elle regarda la pièce et vit Émilie assise par terre. Oui, par terre, avec Daniel à côté. Il faisait un puzzle. « Mamie, » dit Émilie, la voix encore faible mais claire. Hélène se couvrit la bouche de la main. Elle a parlé. « Elle parle beaucoup maintenant, » dit Thomas, essayant de rester neutre. Hélène s'approcha lentement, comme si elle craignait de casser quelque chose. Elle s'agenouilla près d'Émilie, les yeux brillants. « Bonjour, ma chérie. Quel beau puzzle. » Émilie sourit et tendit une pièce à sa grand-mère. Hélène la prit avec des mains tremblantes et l'encastra au bon endroit. Après quelques minutes, Hélène se leva et regarda Daniel. Le garçon était maintenant debout, visiblement mal à l'aise. « Je... » commença Hélène, la voix tremblante. « Je te dois des excuses. » Daniel cligna des yeux, surpris. « Madame. » « J'avais tort. Sur toi. Surtout. Je pensais protéger ma petite fille, mais j'entravais sa guérison. Et je suis vraiment désolé. » Elle tendit la main. Daniel regarda sa main, puis Thomas, puis de nouveau Hélène. Puis il serra la main. « Ça va, madame. On fait tous des choses folles quand on a peur. » Hélène laissa échapper un rire humide, essuyant ses yeux. « Tu es trop sage pour ton âge. » J'ai grandi trop vite. Au 4e mois, le moment que tout le monde attendait arriva enfin. Daniel avait apporté des barres parallèles portables, celles utilisées en physiothérapie. Il les avait achetées avec son propre argent, économisées grâce à de petits travaux au refuge. « Aujourd'hui c'est le jour, » dit-il à Émilie. « Tu es prête ?» Émilie regarda les barres, puis son père, puis Daniel. Il y avait de la peur dans ses yeux. Mais aussi autre chose. De la détermination. Thomas aida à positionner Émilie entre les barres. Elle les saisit chacune d'une main, les doigts blancs de tant de pression. Daniel se tint devant elle, marchant à reculons. « Je suis là. Tu ne tomberas pas. Je te le promets. » Émilie inspira profondément. 1 fois, 2 fois, 3.
Puis elle poussa son corps vers le haut. Les jambes tremblèrent. Les genoux faillirent céder. Mais elle était debout. Pour la première fois depuis 10 mois, Émilie était debout. Thomas courut derrière elle, prêt à la soutenir si elle tombait. Mais elle ne tomba pas. Elle resta là, tremblante, en sueur, mais debout. Maintenant un pas, dit Daniel, marchant encore à reculons doucement. Justin, tu peux le faire. Émilie avança le pied droit. 5 centimètres. C'était tout. Mais c'était un pas. Un autre. Le pied gauche. 5 centimètres de plus. Continue. Ne t'arrête pas. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Chaque pas était une lutte. Chaque mouvement était douloureux. Mais elle marchait. Elle marchait vraiment. Quand elle arriva au bout des barres, Émilie lâcha les mains. Pendant une seconde, elle vacilla, sur le point de tomber. Daniel la rattrapa dans ses bras, riant et pleurant en même temps. « Tu as réussi. Tu as réussi. » Thomas tomba à genoux sur le sol, sanglotant sans contrôle. Tous les mois de douleur, de peur, de désespoir s'étaient évacués d'un coup. Émilie était revenue. Sa fille était revenue. Cette nuit-là, après qu'Émilie se soit endormie, Thomas et Daniel restèrent sur le balcon de l'appartement, regardant la ville illuminée. « Je ne pourrai jamais te remercier assez, » dit Thomas. « Tu m'as rendu ma fille. » Daniel secoua la tête. « Je ne l'ai pas rendue. Elle a toujours été là. Il fallait juste qu'elle s'en souvienne. » Comment savais-tu? Comment étais-tu si sûr que ça marcherait? Daniel resta silencieux un instant. Parce que quand ma sœur a été adoptée, elle m'a dit une chose. Elle a dit que ce qui me rendait spécial, ce n'était pas de m'occuper quand les gens allaient bien, mais de m'occuper quand ils pensaient ne pas mériter d'être aimés. Émilie n'avait pas oublié comment marcher. Elle avait oublié qu'elle méritait de continuer à vivre. Et quelqu'un devait juste le lui rappeler. Thomas s'essuya les yeux. « Tu resteras, hein? Tu ne vas pas disparaître maintenant qu'elle va mieux ?» Daniel sourit. « Je n'irai nulle part. Vous êtes ma famille maintenant. » Et pour la première fois depuis longtemps, Thomas crut que tout irait bien. 6 mois plus tard, Émilie marchait seule. Encore difficilement, encore avec des séances de physiothérapie régulières, mais elle marchait. Elle était retournée à l'école. Elle s'était fait des amis. Elle redevenait une enfant. Daniel avait été officiellement adopté par Thomas. Ce n'était pas facile, ce n'était pas rapide, mais c'était fait. Il avait maintenant sa propre chambre. Une famille. Une place dans le monde. Un dimanche matin, tous les 3 allèrent au parc. Le même parc où tout avait commencé. Émilie courut devant, lentement mais joyeusement, poursuivant les pigeons. Daniel et Thomas marchaient derrière. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ?» dit Thomas. « Quoi ?» Que la guérison ne vient pas d'où on l'attend. Parfois, elle vient d'un garçon des rues avec un cœur plus grand que le monde. Parfois, elle vient de croire quand tout le monde dit d'abandonner. Et parfois, elle vient simplement d'être présent, même quand on ne sait pas quoi faire. Daniel sourit. Et parfois, elle vient de se rappeler que danser, ce n'est pas juste bouger le corps. C'est se rappeler que tu es vivant. Émilie cria vers eux, faisant signe de loin. Thomas et Daniel lui firent signe en retour. Et à ce moment-là, sous le soleil chaud d'un dimanche ordinaire, 3 personnes qui s'étaient perdues se retrouvèrent enfin. La guérison n'avait pas été rapide. Elle n'avait pas été facile. Elle n'avait pas été comme personne ne l'attendait. Mais elle avait été réelle. Et elle avait été faite avec la seule chose qu'aucun médecin ne pouvait prescrire, de l'amour inconditionnel. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes.